Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée à la correction du devoir que vous aviez à rendre pour hier. Ce devoir portait sur les chapitres 13, donc synthèse d'espèces chimiques organiques, et 14, conversion d'énergie au cours d'une combustion. Donc on démarre avec le premier exercice, donc synthèse d'un solide puis d'un liquide. Donc l'aspirine peut être synthétisée à partir d'acide salicylique et d'anhydride éthanoïque. L'équation de la réaction est fournie. Identifier le réactif limitant. Alors pour trouver le réactif limitant, le plus simple c'est de passer par le tableau d'avancement. Donc on calcule les quantités de matière des réactifs présents. Donc là, ici, les quantités de matière pour les trouver, eh bien, dans le protocole, on vous disait qu'on mettait 3,5 g d'acide salicylique, dont la masse molaire était fournie dans les données, et 5 ml d'anhydride éthanoïque, deuxième réactif. Alors pour l'anhydride éthanoïque, donc on ne peut pas le faire directement en faisant petit m sur grand M, comme on va le faire avec l'acide salicylique. Mais à partir de la masse volumique, à partir du volume, pardon, et de la masse volumique, on va trouver la masse. Donc pour l'anhydride éthanoïque, la masse volumique est fournie, ρ égale m sur v, donc m, la masse est égale à ρ, la masse volumique, fois v, le volume. Et ensuite, eh bien, on fera pareil, petit m sur grand M. Ensuite, on dresse le tableau d'avancement. On détermine le réactif limitant en calculant les deux x max possibles, puisqu'on a deux réactifs. Donc je rappelle que le réactif limitant, c'est celui qui disparaît en premier, celui qui par sa disparition stoppe la réaction, et donc c'est celui qui va correspondre au plus petit x max. Donc on détermine les deux x max possibles, et puis le plus petit x max correspondra au réactif limitant. Donc les quantités de matière sont ici. Donc le plus petit x max, eh bien, ça va être ici, comme les nombres stoichiométriques sont égaux, donc c'est vrai qu'on peut se passer du tableau d'avancement, mais bon, voilà, ça permet de s'entraîner un peu avec ça. Donc ici, le plus petit x max, c'est 2, 5, 10 moins 2 mol, c'est donc l'acide salicylique qui est notre réactif limitant. Deuxième question, on vous demande d'élaborer un protocole permettant d'isoler l'aspirine obtenue. Alors, donc l'aspirine qu'on obtient va être solide ici, puisque on vous dit que l'aspirine est peu soluble dans le milieu réactionnel ici, puisqu'on a mis de l'eau glacée, et donc l'aspirine est peu soluble à 25 degrés et très peu soluble à froid dans l'eau. Donc on va avoir de l'aspirine sous forme solide. Donc pour isoler un produit solide d'un milieu liquide, on va procéder par filtration avec un dispositif de filtration sous vide. Donc on lave avec le solvant glacé de manière à éliminer à éliminer les impuretés sans solubiliser notre produit d'intérêt. On sèche ensuite à l'étuve, donc un appareil de chauffage qui permet d'éliminer les dernières traces d'eau. Alors ensuite, question 3, l'aspirine obtenue est analysée en déposant sur une plaque de chromatographie une solution, donc l'aspirine brute en 1, aspirine commerciale en 2, acide salicylique en 3. Interpréter le chromatogramme. Donc quand on interprète en chromatogramme, on le fait avec deux paramètres, deux critères, d'abord verticalement et ensuite horizontalement. Donc verticalement, on peut déjà dire que notre produit n'est pas pur, puisqu'on a deux tâches. C'est un mélange. Horizontalement, on peut dire que on a bien synthétisé de l'aspirine puisqu'on a une tâche en face de l'aspirine commerciale, mais qu'il nous reste de l'acide salicylique. Notre réactif limitant n'a pas été complètement consommé, la réaction n'était pas à son terme. Donc il faudrait procéder à une purification par recristallisation, puisqu'on a un solide, pour éliminer l'acide salicylique. Le rendement de la réaction est de 80%. La masse d'aspirine obtenue suffirait-elle à donner un comprimé contenant 500 mg d'aspirine? Alors, le rendement, c'est la quantité de matière obtenue sur la quantité de matière maximale. Donc là, on a 80%. Nous, on cherche la quantité de matière obtenue. Donc la quantité de matière de produit, en fait, ça va être 80% de la quantité de matière maximale. La quantité de matière maximale, ça correspond au réactif à X max ici. Pourquoi? Parce que un acide salicylique va donner un aspirine, ou un acide acétylsalicylique pour le nom de nomenclature officielle de l'aspirine. Donc comme un acide salicylique donne un aspirine et que l'acide salicylique c'est notre réactif limitant, on va avoir X max mol d'aspirine
à l'état final si la réaction est totale et si on n'a rien perdu. Donc la quantité de matière maximale obtenue, c'est Xmax, c'est donc la quantité de matière initiale d'acide salicylique, soit 2,5 10-2 mol. Et comme on a un rendement de 80%, ça veut dire qu'on va obtenir à la fin 80% de 2,5 10-2 mol. 80% de 2,5 10-2 mol, ça fait 2 10-2 mol. Donc là, on a la quantité de matière de produit, donc l'aspirine qu'on va obtenir. La masse d'aspirine, eh bien, ça va être quantité de matière multipliée par la masse molaire. La masse molaire de l'aspirine, elle est fournie, 180,2 g mol moins 1. Donc ça nous fait 2 10-2 fois 180,2 et on obtient une masse de 3,7 g. Et donc c'est suffisant pour préparer 7 comprimés. Donc forcément 1 aussi. Puisque 7 fois 500 mg, ça fait 3,5 g. Et nous, on a obtenu 3,7 g. Alors deuxième synthèse, lorsque les pommes mûrissent, il se forme de l'éthanoate de 3-méthylbutyl. On s'intéresse à la synthèse de cette espèce. Donc l'équation est fournie mais elle est incomplète. Et donc on a l'espèce A ici. Donc dans le protocole ci-contre apparaissent les étapes de la synthèse. Aussi à chacune de ces étapes, les opérations du protocole notées de 1 à 6. Donc première opération, c'est l'introduction des réactifs ou le prélèvement des réactifs. Donc ça va être l'étape 1. Ensuite, on a la transformation chimique, l'étape 2, grâce à un montage de chauffage à reflux. Là, ensuite, 3, 4 et 5, ça va être l'isolement, puisque on va verser le tout dans une ampoule à décanter, agiter, laisser dégazer et puis laisser décanter pour éliminer la phase aqueuse et puis ensuite récupérer la phase organique qu'on sèche. Donc ça, c'est on isole. Et ensuite, on analyse. Il y a une étape qu'on n'a pas faite, c'est la purification. Donc je récapitule. 1, c'est prélèvement des réactifs ou introduction des réactifs. 2, transformation chimique. 3, 4, 5, isolement. Et 6, analyse. Le schéma légendé du montage dans lequel a lieu la transformation chimique, c'est donc le montage de chauffage à reflux. Montage que vous devez être capable de schématiser et de légender. Donc il est, voilà, c'est celui-ci. Il doit être bien complet. Support élévateur, chauffe-ballon, ballon, arrivée d'eau, sortie d'eau, réfrigérant à eau. Donc, ensuite, expliquer pourquoi dans l'étape 3, l'eau ajoutée doit être salée et froide. Eh bien, en fait, pour faire précipiter, pas pour faire précipiter, pardon, mais l'espèce qu'on veut, récupérer, donc l'espèce A, elle est très peu soluble dans l'eau et très peu soluble dans l'eau froide et très peu soluble dans l'eau salée saturée, encore moins. Donc dans l'eau salée saturée froide, elle va être vraiment très très peu soluble. Donc ce qui va permettre de bien séparer au moment de l'extraction, donc de bien séparer la phase organique de la phase aqueuse. On diminue la solubilité de l'espèce A dans la phase aqueuse et donc on va comme ça pouvoir avoir une bonne séparation entre notre phase organique et notre phase aqueuse. Dans quelle phase se trouve majoritairement l'espèce A? Donc on a dit dans la phase organique, l'eau, les ions hydrogène, H+, sulfate, SO4 2-, 3-méthylbutanaol, restant et l'acide éthanoïque en excès. Bon, il faut noter les solubilités de toutes ces espèces. Donc le 3-méthylbutanaol, il va être dans la phase organique, parce qu'on voit que sa solubilité dans l'eau est faible. L'acide éthanoïque dans la phase aqueuse. Les ions hydrogène ce sont des ions, donc ils sont solubles dans les solvants polaires comme l'eau. Les ions sulfate, pareil. Voilà. La position des phases, la densité donc la phase organique, elle sera constituée principalement par l'espèce A, même si on a aussi un peu de 3-méthylbutanaol. Donc la densité de l'espèce A, c'est 0,87. Elle est plus petite que la densité de l'eau qui est de 1. Donc la phase organique va surnager. Calculer le rendement de la synthèse. Donc pour avoir le rendement de la synthèse, il faut calculer la quantité de matière expérimentale obtenue divisée par la quantité de matière maximale. Donc pour avoir la quantité de matière maximale, il faut déterminer quel est le réactif limitant et donc en déduire quelle est la quantité de matière de notre espèce A produite. Donc pour ça, on va utiliser le tableau d'avancement. Donc on a les quantités de matière
de réactifs qui sont fournis sous forme de volume. On a le volume des réactifs qui est fourni et les masses volumiques sont indiquées dans les données. Donc on a le volume du 3-méthylbutane 1-ol ainsi que le volume d'acide éthanoïque. Vous avez les masses volumiques, donc vous pouvez calculer les masses en faisant ρ fois V, et puis en divisant par les masses molaires, vous allez avoir les quantités de matière. Les nombres stoichiométriques sont égaux à 1, donc il suffit de prendre la quantité de matière la plus petite, mais autrement on compare les plus petits Xmax. Hein. Les réactifs limitants, c'est ceux qui sont entièrement consommés. Le réactif limitant, c'est celui qui est entièrement consommé à l'état final, donc celui qui mènera au plus petit Xmax. Donc là, le plus petit Xmax, ce sera 1,8-10-1 mol. Et donc ça veut dire qu'on va former 1,8-10-1 mol de l'ester A, donc 0,18 mol de A, au maximum. Puisque 1 mol de notre alcool, ici le 3-méthylbutane 1-ol, va former 1 mol d'ester. Donc 1,8-10-1 mol d'alcool va donner 1,8-10-1 mol d'ester. Alors, on a la quantité de matière max. Pour avoir la quantité de matière expérimentale, on sait qu'on a formé, on sait qu'on a obtenu 18,1 ml de liquide. Donc ça faisait partie du protocole. On a 18,1 ml du liquide A. La densité de A est fournie, donc c'est la masse volumique de A, ça va donc être 0,87 g par millilitre, puisque la masse volumique de l'eau c'est 1 g par millilitre, et que la densité c'est masse volumique de l'espèce sur masse volumique de l'eau. Donc on connaît le volume de notre espèce A, on connaît la masse volumique, donc la masse ce sera ρ fois V, 0,87 fois 18,1. On a la masse, on divise par la masse molaire qui est fournie, et donc on trouve ainsi que notre quantité de matière, la masse molaire était là, donc la quantité de matière, ça va nous faire donc ρ fois V sur la masse molaire, donc 0,87 g millilitre moins 1 fois 18,1 millilitres sur 130 g mol moins 1, et donc on aura 0,12 mol ou 1,10 moins 1 mol. Ça c'est la quantité expérimentale, divisé par la quantité maximale 1,10 moins 1 mol, on a 67% de rendement. Un protocole de purification du liquide, donc pour purifier les solides c'est la recristallisation, pour purifier les liquides c'est la distillation fractionnée. Donc on place notre produit brut dans le ballon, on chauffe avec un montage de distillation fractionnée, et donc on va avoir dans nos impuretés, notre impureté c'est 3-méthylbutane-1-ol, qui a une température d'ébullition inférieure à celle de notre espèce A. Donc c'est cette espèce-là, le 3-méthylbutane-1-ol, qui va être vaporisé en premier et qui va se retrouver dans l'Erlenmeyer. L'espèce A va rester dans le ballon. Donc nous, notre espèce d'intérêt, elle restera dans le ballon puisqu'elle a la température d'ébullition la plus élevée. Donc là, on a clos ce premier exercice. Le deuxième, on vous dit que l'essence combustible fossile peut être assimilée à l'octane. L'éthanol est un agrocarburant. Les véhicules dits flex fuel permettent l'utilisation d'un carburant très riche en éthanol nommé superéthanol. Il fonctionne aussi à l'essence et consomme en moyenne 6,5 litres d'essence pour 100 km. Donc il fallait commencer par écrire les équations de combustion complète de l'éthanol et de l'octane. Donc vous aviez les formules brutes de l'octane et de l'éthanol. Combustion complète, ça consomme du dioxygène, ça forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc on écrit les réactifs et les produits, et on ajoute les nombres stoichiométriques de manière à avoir conservation de la charge et des éléments. La conservation de la charge va se faire toute seule puisque rien n'est chargé ici, et pour la conservation des éléments, eh bien nous avons C8H18, donc on va avoir 8 CO2, 18H, donc ça va nous faire 9H2O, et donc là ça nous fait 8 fois 2, 16, plus 9, 25 oxygène, donc là ça nous ferait 25 demi de O2. Mais quand dans une équation de réaction de combustion, on écrit les nombres stoichiométriques entiers, donc on va tout multiplier par 2, donc 2 C8H18 plus 25 O2 donne 16 CO2 plus 18 H2O. Pour l'éthanol, on a 2 carbone, donc 2 CO2, 6 hydrogène, donc 3 H2O, 2 fois 2, 4 oxygène, plus 3, ça nous fait 7 oxygène en tout. On en a déjà 1, donc il nous en faut 6 avec le O2, on fait fois
3O2. Alors, question 2. Montrer que la masse de CO2 rejetée lors de la combustion d'un litre d'éthanol est de 1,51 10 puissance 3 grammes. Alors, d'après l'équation de combustion de l'éthanol, on voit qu'un éthanol va donner 2 CO2. Donc, une mole d'éthanol donne 2 moles de CO2. Il suffit d'avoir la quantité de matière d'éthanol correspondant à 1 litre d'éthanol pour avoir la quantité de matière de CO2 qui va être formée et d'en déduire la masse de CO2 formée. Donc pour avoir la quantité de matière d'éthanol, on fait masse sur masse molaire. La masse volumique de l'éthanol était fournie dans les données, 789 grammes litre moins 1. Le volume d'éthanol, c'est 1 litre. Et la masse molaire de l'éthanol était également fournie, 46 grammes mol moins 1. Donc on trouvait 17,2 mol d'éthanol. Donc pour 17,2 mol d'éthanol, on aura 34,4 mol de dioxyde de carbone formé. Et donc puisque 1 éthanol donne 2 CO2, ce qu'on peut aussi écrire comme N éthanol qui a réagi sur son nombre stoichiométrique égale N CO2 formé sur son nombre stoichiométrique. Donc ça nous mène au même résultat. Et donc connaissant la quantité de matière de CO2 formée, la masse de CO2 formée, ça va être quantité de matière multipliée par la masse molaire. Donc 34,4 fois 44 grammes mol moins 1, on a 1,51 10 puissance 3 grammes de CO2 formé. Alors, question 3, en déduire la masse de CO2 rejetée par 1 litre de superéthanol qui contient 85% d'éthanol, donc on va faire 85% de ça, plus 15% d'essence. Alors, on sait que 1 litre d'essence rejette 2310 grammes de CO2, donc en fait, le résultat c'est 85% de 1,51 10 puissance 3 plus 15% de 2310 grammes, puisqu'on a 15% d'essence et 85% d'éthanol. La surconsommation liée à l'utilisation du superéthanol s'évalue par rapport à la consommation d'un moteur essence. Justifié qualitativement qu'il n'est pas judicieux de dépasser le pourcentage volumique en éthanol de 85% dans un carburant dit flex fuel. Alors, on voit ici que la surconsommation, on a une augmentation linéaire ici, et puis après, elle est quasiment verticale à partir de ce point-là, ici, donc qui correspond à 85%. Donc là, au-delà de 85%, l'augmentation de consommation est vraiment trop importante. Donc on va se limiter à 85% d'éthanol. Calculer pour chaque carburant, en déduire la consommation moyenne en litres pour 100 km d'un véhicule flex fuel utilisant le superéthanol. Donc là, on voit que pour 85%, on a une surconsommation de 37,5%. On laisse bien les traits de construction. Ici, on remonte à 85% et puis on prend l'image. Ici, 37,5% de surconsommation. Comme on sait que quand la surconsommation c'est par rapport à un véhicule essence. Donc là, la consommation de ce véhicule en essence c'est 6,5 litres pour 100 km. Là, il va surconsommer 37,5%. Donc il va consommer 1,37 fois 6 litres 5. Et 1,37 fois 6 litres 5, ça nous donne 8,9 litres au 100 km. Donc la consommation, ce sera 8,9 litres au 100. Donc il consomme plus de superéthanol que d'essence. Mais on va voir que c'est quand même un peu plus intéressant au niveau des rejets de dioxyde de carbone. Alors, en déduire la consommation moyenne, donc ça, non, on a fait. Calculer pour chaque carburant, essence et superéthanol la masse de dioxyde de carbone rejetée pour 1 km. Alors, là, donc ici, pour obtenir ce résultat, ce qu'on va voir, c'est quelle est la consommation en fait pour 1 km en litres d'essence et en litres de superéthanol. Alors, on a vu que pour l'essence, c'était 6,5 litres pour 100 km. Si c'est 6,5 litres pour 100 km, ça veut dire que c'est 0,065 litres pour 1 km. Or, la combustion d'un litre d'essence rejette 2310 grammes de CO2. Donc là, 1 litre d'essence, ça nous fera 0,065 fois 2310. Et ça nous fait 150 grammes pour 1 km. Donc 150 grammes kilomètre moins 1, 150 grammes de CO2 rejeté pour 1 km roulé. Donc on est dans la catégorie D. Pour le véhicule flex fuel,
Eh bien, on a calculé que pour 1 km, enfin, pardon, pour 100 km, on consommait 8,9 litres. Donc pour 1 km, on va consommer 100 fois moins, donc 0,089 litres. Or, on a vu que 1 litre de flex fuel libérait eh bien, 1,63 10 puissance 3 grammes de CO2. Donc 1,63 10 puissance 3 fois 0,089. Donc ça, on l'a trouvé donc, à cette question-là, à la question 3. Donc je vous la remontre ici. Question 3. On avait vu que le superéthanol rejetait 1,63 10 puissance 3 grammes pour 100 km. Donc pour 1 litre, pardon, excusez-moi, pour 1 litre de superéthanol, par litre de superéthanol. Donc là, ici, nous, comme on consomme 0,089 litres pour 1 km, puisqu'on consomme 8,9 litres pour 100 km, et bien ça nous fera 0,089 fois 1,63 10 puissance 3, et donc ça nous fait 145 grammes km moins 1. 145 grammes km moins 1. On reste dans la catégorie D, mais on rejette un peu moins de dioxyde de carbone. Donc la lettre, que ce soit en essence ou en superéthanol, on est en D. Alors, le gaz à l'eau est un mélange de gaz de synthèse produit par action de l'eau sur du charbon incandescent. La transformation chimique est modélisée par cette réaction-là. Donc, on met de l'eau sur du charbon incandescent et on obtient CO plus H2, c'est-à-dire le gaz à l'eau. Pour une mole de carbone, cette transforme nécessite un apport d'énergie. Donc, on doit fournir 131 kJ par mol de carbone pour produire le gaz à l'eau, CO plus H2. Alors comme on doit fournir de l'énergie, cette réaction elle est endothermique. Quand une réaction libère de l'énergie, elle est exothermique. Quand elle en consomme, elle est endothermique. Le mélange gazeux formé peut être utilisé pour produire de l'énergie. Donc la combustion du mélange correspond aux réactions suivantes. Donc la combustion du monoxyde de carbone, ça nous donne du CO2, et la combustion du dihydrogène, ça nous donne de l'eau. L'énergie de combustion de la réaction C, donc ici la combustion du dihydrogène, vaut moins 243 kJ par mol. Donc une mol de la combustion d'une mole de dihydrogène libère 243 kJ d'énergie. Calculer l'énergie molaire de combustion de la réaction B. Donc là, alors en fait pour calculer ça, il va falloir déterminer l'énergie de dissociation moins l'énergie de formation, hein, souvenez-vous. On commence par casser les liaisons pour obtenir les atomes isolés, puis ensuite les atomes isolés réagissent entre eux pour former les produits. En formant des produits, ils libèrent de l'énergie, donc, et par contre il faut fournir de l'énergie pour casser les liaisons. Donc on va casser une liaison CO. On voit que la liaison CO c'est une liaison triple, donc il faudra fournir 1078 kJ par mol pour casser cette liaison. Et on va casser une demi-liaison O, double liaison O, donc plus 496, donc ça nous fait ça plus ça, moins, alors on va former deux liaisons pour avoir CO2. CO2, la formule développée fournie ici. Donc on a deux liaisons C double liaison O, quand on a cassé les deux liaisons, cassé la liaison CO et la liaison OO, on se retrouve avec un atome de carbone et deux atomes d'oxygène isolés qui vont réagir entre eux pour former le CO2. Donc on va avoir la formation de deux liaisons CO. Donc ça nous fait, il faut fournir de l'énergie pour casser la liaison C triple liaison O plus un demi de l'énergie de liaison O double liaison O. Donc ça c'est l'énergie de dissociation, ce qu'il faut fournir pour casser les liaisons, moins l'énergie de formation, donc moins 2 fois C double liaison O. Et donc quand on fait ce calcul, eh bien on observe que on obtient moins 266 kJ mol moins 1. Et alors, dernière question, on vous demandait, en analysant les réactifs et les produits des trois réactions, déduire l'énergie molaire de combustion E4 du gaz à l'eau obtenue à partir d'une mole de carbone C. Bon, cette question n'était pas facile, c'est pour ça que je l'avais coté uniquement à 0,5. Donc le gaz à l'eau, c'est CO plus H2, donc il faut déjà le former. On le forme à partir de cette réaction-là, hein, pour l'obtenir.
on va devoir avoir la réaction de l'eau sur le carbone incandescent ici. Donc il va falloir fournir l'énergie E1, et ensuite la combustion de ce gaz à l'eau, eh bien ça va être la réaction CO plus H2 plus O2 donne CO2 plus H2O qui correspond à la réaction B plus la réaction C. Alors pourquoi? Parce que si vous regardez la réaction B, c'est CO plus 1,5 de O2 donne CO2, et la réaction C, c'est H2 plus 1,5 de O2 donne H2O. Et donc le gaz à l'eau, la combustion du gaz à l'eau, c'est CO plus H2 plus O2 donne CO2 plus H2O. Donc en fait, à partir du carbone, il va falloir qu'on fournisse CO plus H2, donc on va devoir fournir 131 kJ par mol, et ensuite, eh bien, ça va nous libérer 243 kJ par mol pour la combustion de H2, et ça va nous libérer ce qu'on a calculé pour l'énergie E2, quoi. Donc en fait, l'énergie totale, c'est E1 plus E2 plus E3. Et donc quand on fait E1 plus E2 plus E3, eh bien, on trouve que ça libère 378 kJ mol-1. Voilà pour le devoir, n'hésitez pas à venir en classe virtuelle demain si vous avez des questions sur ça ou sur d'autres choses du programme de physique-chimie. Bonne journée!